Samedi 4 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. L'Union africaine refuse le statut de victime et lutte pour faire face à l'insécurité alimentaire dans le continent, frappé par la sécheresse et les retombées du conflit en Ukraine. Dans le conflit en Ukraine, justement, la prise de Severodonetsk s'annonce décisive. La résistance ukrainienne tente de repousser les troupes russes dans cette région stratégique du Donbass. Libye, le président du Haut Conseil d'État Khaled El-Meshri entérine sa position concernant l'imbroglio institutionnel. Il rejette dans le fond et la forme ce gouvernement parallèle. La cuisine algérienne au menu ce soir, classée parmi les 50 cuisines les plus délicieuses au monde par Taste Atlas. On en parle dans un instant. L'Union africaine lutte bec et ongles pour faire face à l'insécurité alimentaire dans le continent. L'Afrique, frappée de plein fouet par la sécheresse et les retombées du conflit en Ukraine, refuse le statut de victime. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, s'est déclaré rassuré à l'issue de sa rencontre avec le président russe, au moment où Poutine se dit prêt à garantir un passage sûr vers les ports ukrainiens pour les navires transportant du blé destiné à l'exportation. Mohamed Wali Ben Chaabed. L'Afrique refuse d'endosser le maillot de victime et adresse un fort message aux Occidentaux quant aux retombées de sanctions économiques imposées contre la Russie. Cette fois-ci, l'Union africaine envisage de prendre le taureau par les cornes pour lutter contre la crise alimentaire qui menace plusieurs pays du continent. Pour le président sénégalais Macky Sall et chef de file de l'Union africaine, les sanctions contre la Russie menacent la sécurité alimentaire de l'Afrique. Le président Poutine assure pour sa part que son pays ne fait pas peser de menaces sur la sécurité alimentaire mondiale. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez exporter du blé via les ports maritimes sous contrôle ukrainien. En premier lieu, les ports de la mer Noire, Odessa et les ports voisins. Nous n'avons pas miné les ports ukrainiens, c'était l'Ukraine. Je l'ai dit à maintes reprises à nos collègues, qu'ils déminent et que les navires chargés de blé puissent quitter ces ports. Nous leur garantirons un passage sûr et sans problème. Poutine assure que l'exportation des céréales n'est pas un problème et il évoque également des options moins coûteuses pour l'exportation. Le plus simple, le plus facile, le moins cher serait d'exporter via le Bélarus. De là, on peut aller dans les ports de la Baltique, puis dans la mer Baltique et ensuite n'importe où dans le monde. Mais il faut alors lever les sanctions contre le Bélarus. En plus de la conjoncture actuelle, la sécheresse qui touche la corne de l'Afrique a affecté 6 millions de personnes en Somalie, près de 7 millions en Éthiopie et 3,5 millions au Kenya. Et l'Union africaine a exprimé sa profonde inquiétude face aux situations humanitaires complexes en Afrique. L'appel urgent a été lancé par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Le Conseil a associé l'aggravation de la sécurité et des situations humanitaires en Afrique aux urgences liées au changement climatique et à la santé publique et à d'autres dangers, en particulier dans les régions déjà fragilisées par le terrorisme et les conflits violents provoquant l'insécurité alimentaire et les déplacements forcés. Et s'agissant de la crise alimentaire, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, précise que cette crise est le résultat du conflit en Ukraine. Il ajoute que, je cite, « les sanctions économiques imposées contre la Russie seront effectives et efficaces et auront des répercussions sur le pays ». Fin de citation. Et en parlant de la crise en Ukraine, plus de 100 jours après le début des opérations militaires russes, la prise de Severodonetsk s'annonce décisive pour les deux parties. La résistance ukrainienne tente de repousser les troupes russes dans cette région stratégique du Donbass. Les détails avec Amin Touta.
La bataille de Zverodonetsk à l'est de l'Ukraine marque ces derniers jours le conflit russo-ukrainien. Les troupes de Moscou tentent de mettre la main sur cette ville clé de la région de Lugansk en dépit de la résistance de Kiev. Selon la défense ukrainienne, les Russes concentrent des unités dans la zone de Sloviansk, à l'ouest de Zverodonetsk, dans l'objectif de mener une offensive sur la ville. Selon la même source, les forces armées russes auraient tenté de lancer une attaque. Et depuis l'intensification de la campagne militaire dans le Donbass, des forces ukrainiennes semblent enfoncées dans des enclaves de la région Lugansk et Donetsk. De son côté, la défense russe a déclaré avoir abattu un avion militaire ukrainien transportant des armes près d'Odessa, dans le sud-ouest du pays. Les forces russes avaient bombardé un centre d'entraînement d'artillerie dans la région ukrainienne de Soumy en présence de combattants étrangers sur le site. Sur le plan humanitaire et après 100 jours de conflit, les Nations Unies ont dressé un bilan chiffré du nombre d'Ukrainiens déplacés. Il serait au total 14 millions de personnes, majoritairement des femmes et des enfants, qui ont quitté leur foyer depuis le 24 février passé. Une partie des déplacés ont trouvé refuge dans les pays limitrophes, principalement vers la Pologne. D'après le même communiqué, 3 millions d'enfants ont vu leur éducation suspendue après le début du conflit. En Ukraine, toujours, un mercenaire français est mort dans la région de Kharkov, d'après le média européen. C'est le premier combattant français qui a trouvé la mort depuis le début du conflit dans la région de Kharkov. Le jeune homme avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne et participé au combat contre l'armée russe. Selon Europe 1 toujours, près de 150 Français participeraient au combat auprès des Ukrainiens. Le président français Emmanuel Macron appelle à ne pas humilier la Russie afin de préserver les canaux diplomatiques et à reprendre les négociations de paix. Il a donc proposé la médiation de la France dans le conflit. Kiev, de son côté, a fustigé l'appel d'Emmanuel Macron et exclu de reprendre les négociations de paix tant que les forces russes n'auront pas été repoussées le plus loin possible. En France toujours, à une semaine du scrutin des législatives en France métropolitaine, le premier tour a d'ores et déjà commencé ce week-end. La Polynésie et les Français de l'étranger sont appelés aux urnes pour le premier tour. Le continent américain et les Caraïbes ce samedi et le reste du monde, ça sera demain, dimanche. Souad Ben Batouche. Aux allures de répétition générale, le scrutin ne suscite pas beaucoup d'intérêt en France métropolitaine. Les enjeux politiques, socio-économiques et désormais géopolitiques de ces législatives ont du mal à quitter l'arène politicienne au moment où les derniers sondages annoncent un resserrement de l'écart entre la formation du président Macron, La République en marche, et celle de son principal adversaire, le leader de la nouvelle alliance de gauche, la NUPES, Jean-Luc Mélenchon. De son côté, le Rassemblement national de Marine Le Pen entend quant à lui jouer les troubles fêtes et constituer le premier groupe parlementaire de l'histoire de l'extrême droite française. Ragaillardi par les derniers événements liés au fiasco de la finale de la Ligue des Champions organisée au Stade de France à Paris, le RN surfe de nouveau sur des vagues populistes, soutenues en revanche par les couacs répétés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Résultat des courses, le scénario d'une cohabitation entre l'Élysée et Matignon semble tout de même se renforcer car, selon les observateurs, il semblerait difficile, voire impossible pour Emmanuel Macron d'obtenir une majorité absolue au Palais Bourbon. Cette nouvelle configuration suscite de véritables craintes en France. Le choc des tendances à l'hémicycle, un exécutif divisé et deux projets politiques diamétralement opposés sont là les ingrédients nécessaires à la dérive autoritaire et antidémocratique caractérisant le passage en force législative du 49,3. D'autant plus que des réformes impopulaires promises par Macron seront bientôt à l'ordre du jour de l'Assemblée française. Quoi qu'il en soit, le débat parlementaire risque d'être houleux les 5 prochaines années. Au Mali, 2 casques bleus égyptiens de la mission des Nations Unies au Mali, et justement la MINUSMA, ont été tués et un autre a été blessé. Leur véhicule blindé de transport de troupes a heurté un engin explosif improvisé dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Le chef de la MINUSMA, El Rassim Wane, a condamné cette nouvelle attaque. Il s'agit du 6e incident depuis le 22 mai.
En Afrique, toujours, les dirigeants ouest-africains se sont réunis ce samedi à Accra, au Ghana, pour décider d'atténuer ou de durcir les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Nous suivrons l'actualité de cette rencontre de la CEDEAO dans nos prochaines éditions. Au Niger, l'armée annonce la neutralisation de 14 terroristes. Les forces armées nigériennes ont neutralisé ces terroristes à Torodi, dans la région de Tillabéri, lors d'une série d'opérations menées cette semaine. Plusieurs pays européens ont affiché ces derniers jours leur soutien indéfectible à la cause sahraoui et aux droits du peuple à l'autodétermination, notamment l'Allemagne qui, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, a réaffirmé son soutien aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution politique et durable au conflit. Souhila Akilal. La cause sahraoui, de par sa justesse, en dépit des méandres diplomatiques et médiatiques qu'elle a subis, gagne du terrain et attire la sympathie et le soutien de plus en plus de pays européens ces derniers temps. De Berlin à Genève, en passant par Oslo, des voix s'élèvent en faveur du droit des Sahraouis à l'autodétermination. Serait-ce un tournant dans ce dossier épineux sur la table de l'ONU depuis 1963 ? Par le biais de son ministère des Affaires étrangères, Berlin a affirmé son soutien aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution juste et durable au conflit sahraoui sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le gouvernement fédéral estime que le statut final du Sahara occidental, en vertu du droit international, n'est toujours pas clair. Cette sortie fait suite aux critiques de la gauche allemande qui accuse le gouvernement fédéral de soutenir l'occupation du Sahara occidental par le régime marocain. La ville suisse de Genève a de son côté abrité une réunion de haut niveau du groupe de Genève en faveur du Sahara occidental. Cette réunion a été l'occasion d'informer la ministre namibienne des Affaires étrangères des travaux du groupe et du rôle de premier plan au niveau du Conseil des droits de l'homme pour défendre les droits du peuple sahraoui et souligner les graves violations de l'occupation marocaine et le pillage des ressources naturelles dans les territoires sahraouis. Cette réunion est d'une très grande importance car tous les pays présents à Genève ont exprimé leur soutien au peuple sahraoui. J'ai pris part à cette rencontre et j'aimerais exprimer au nom de la République arabe sahraoui et du Front Polisario mes remerciements pour tout le soutien que reçoit le peuple sahraoui à Genève. J'espère que d'autres pays se joindront à ce groupe qui plaide depuis 2017 pour la cause sahraoui. Du côté du Parlement norvégien, la création du groupe des Amis du Sahara occidental, composé de 17 membres représentant les 9 principaux partis politiques au sein du Parlement, va certainement participer à booster les efforts internationaux pour régler la question du Sahara occidental conformément à la Charte des Nations Unies. Ce groupe parlementaire aura également un rôle important dans la bataille juridique pour protéger les ressources naturelles du Sahara occidental, vu la ferme position du gouvernement norvégien qui empêche toutes les entreprises norvégiennes de traiter avec l'occupant marocain concernant l'exploitation des ressources sahraouies. Et l'icône de la résistance sahraoui, Sultana Saïd Ibrahim Khaya, qui était arrivée mercredi en Espagne, reçoit des soins après la détérioration de son état de santé à la suite des actes de violence et de torture menés contre elle par l'occupant marocain. La présidente de la Ligue pour la défense des droits humains et la protection des ressources naturelles au Sahara occidental avait annoncé que son séjour médical en Espagne lui permettra de poursuivre sa lutte contre l'occupant marocain qui a intensifié les violations des droits de l'homme au Sahara occidental. On l'écoute. Je vous parle de mon état de santé. Je suis sous traitement en Espagne après les injections empoisonnées que le colon marocain m'a infligées, ce qui a causé une maladie de la peau. Je ne vois que d'un seul œil. En prison, il y a eu des atteintes aux droits de l'homme avec tous les moyens, comme les injections empoisonnées, plusieurs types de tortures m'ont été infligées, y compris l'empoisonnement de nos réserves d'eau dans la prison. Et Sultana Khaya qui salue le soutien du peuple algérien. On l'écoute encore une fois. Je suis victime d'atteintes et de tortures menées par les forces de l'occupation marocaine. À Boujdour occupé, mon message aux hommes libres du monde et en particulier à l'État algérien
et le peuple algérien, je leur dis, Inch'Allah, Sultana Khaya continuera son combat pour le pays, que ce soit sous traitement ou en bonne santé. On poursuivra notre combat pour la liberté et l'indépendance. En Libye, le président du Haut Conseil d'État, Khaled El-Meshri, entérine sa position concernant l'imbroglio institutionnel, une situation dans laquelle est enlisé son pays depuis l'arrivée au pouvoir de Fethi Bachara sous la tutelle du Parlement de Tobrouk. Khaled El-Meshri rejette dans le fond et la forme ce gouvernement parallèle. Tinhinen Makassi. La position de Khaled El-Meshri sur la désignation de Fethi Bachara comme Premier ministre reste constante et inchangée. En effet, le président du Haut Conseil d'État a renouvelé son rejet du gouvernement de Bachara, élu au poste de Premier ministre par le Parlement de Tobrouk en janvier dernier. Cette décision qui a enfoncé la Libye dans un imbroglio institutionnel avec deux premiers ministres rivaux. Un an après la mise en place d'un gouvernement de transition conduit par Abdelhamid Dbeibah, les Libyens se retrouvent face à une nouvelle lutte fratricide pour le pouvoir. Un scénario qui rappelle de mauvais souvenirs aux Libyens, la bicéphalie au pouvoir qu'a connu le pays entre 2014 et 2016. C'est dans le fond et la forme que Khaled El-Meshri rejette le gouvernement de Bachara, invoquant en outre un vice de procédure. Le président du Haut Conseil d'État estime que les efforts de la Libye devraient se concentrer autour de la refonte constitutionnelle du pays. Conscient du déficit de la légitimité des deux premiers ministres, Abdelhamid Dbeibah et Fethi Bachara, Khaled El-Meshri affirme qu'il est engagé personnellement en faveur d'une solution pour une sortie de crise, sans donner plus de précisions. À noter que Khaled El-Meshri s'exprimait à l'occasion d'une entrevue accordée à un média turc. Ce samedi en Tunisie, une première séance du dialogue national proposé par le président tunisien Kais Saïed a démarré avec la participation de plusieurs personnalités nationales et des représentants des partis politiques et de partenaires sociaux, économiques. Au même moment, des juges de l'association des magistrats tunisiens tiennent une réunion d'urgence à leur siège dans la capitale, Tunis, après que le président Kais Saïed ait limogé 57 juges accusés de corruption et d'autres crimes. On va en parler avec un journaliste tunisien qui est en direct avec nous via Skype. Bonsoir, Kamel Ben Younes. Bonsoir. L'actualité est assez chargée en Tunisie ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est votre lecture, votre analyse? Bon, aujourd'hui surtout, donc, comme toujours dans le week-end, il y a beaucoup d'actions. Bon, officiellement, donc, à Carthage, il y a eu l'ouverture de ce débat national, boycotté malheureusement par la centrale syndicale, le JTT, qui a joué toujours un rôle très important politiquement et socialement depuis 1946. Puis la majorité des partis qui étaient élus durant les dernières années, la majorité avait boycotté ce dialogue national, et il exige au président une concertation d'abord dans les coulisses, loin des caméras, pour se mettre d'accord sur le processus et ne pas de se mettre directement sous la table autour de la table pour discuter comment concrétiser un projet de constitution qui est inspiré de la soi-disant réflexion ou bien concertation électronique qui avait lieu en décembre dernier. Malgré le boycott de la majorité des partis politiques et des syndicats, officiellement, c'est seulement 6% qui avaient participé à cette concertation électronique. Or, selon les résultats de cette concertation, la majorité est pour un régime présidentiel au lieu d'un régime parlementaire et pour un nouveau régime électoral. Donc, c'est un blocage, il y a une crise de confiance entre les différentes parties. Oui. La majorité des partis de l'opposition et des syndicats exigent d'organiser des élections parlementaires avant de proposer une constitution. Donc, ils sont contre le référendum prévu pour le 25 juillet prochain. En même temps, le JTT a appelé une grève générale le 16 de ce mois. Oui, aujourd'hui, l'opposition continue de ses actions et les avocats ont organisé, 6 organisations des avocats ont organisé une assemblée générale et avaient déclaré une grève ouverte dans
dans tous les tribunaux de la Tunisie à partir de lundi prochain pour protester contre le limogeage d'une soixantaine d'avocats pour des raisons qu'ils disent politiques. Or, par contre, le président de la République dit que ces juges sont accusés d'être corrompus et d'avoir des dossiers de corruption. Merci Kamel Ben Younes pour ces éclairages. Vous étiez en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes journaliste tunisien. Et dans le dossier du nucléaire iranien, l'Iran promet de riposter à toute action politique des Occidentaux au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une mise en garde annoncée par le ministère iranien des Affaires étrangères après que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont préparé un projet de résolution appelant Téhéran à coopérer pour répondre aux questions concernant la présence des traces d'uranium enrichi sur des sites nucléaires non déclarés. En Suède, à Stockholm, les dirigeants de la planète se sont retrouvés jeudi et vendredi pour un sommet marquant le 50e anniversaire de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Au moment où les organisateurs espèrent des résultats concrets, des militants de la lutte contre le changement climatique se sont rassemblés dans le centre de Stockholm pour manifester contre l'urgence climatique. D'après eux, rien n'a encore été fait. La cuisine algérienne au menu ce soir, classée parmi les 50 cuisines les plus délicieuses au monde par Taste Atlas. Les saveurs traditionnelles algériennes ne cessent de séduire et de ravir le palais des citoyens du monde. Amira Bédia. Le guide de voyage culinaire Tasty Atlas est une encyclopédie qui rassemble des critiques gastronomiques et des recettes traditionnelles à l'échelle mondiale. Tasty Atlas a publié ce mois de juin 2022 sa liste des cuisines les plus délicieuses au monde. Sur 50 pays de différents continents du monde, l'Algérie s'est classée 26e et première du monde arabe. Au niveau continental, l'Algérie se classe 2e après l'Afrique du Sud. Dans cette liste, la cuisine algérienne a surclassé les cuisines de 5 pays du monde arabe, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, ainsi que la Syrie et le Liban. Tasty Atlas a mis en place une carte interactive où de nombreuses spécialités locales algériennes sont référencées. À chaque plat, sa recette retraçant son histoire et son origine. La gastronomie algérienne ne cesse d'attirer les personnes en quête de nouveautés culinaires. C'est le cas au début de cette année. Un reportage de CNN classant la soupe algérienne au 6e rang mondial dans le classement de la meilleure soupe. Sport football, ce soir, le match des éliminatoires de la CAN 2023 se jouera au stade du 5 juillet à 20h. L'Algérie affrontera le Ouganda. On tente de joindre notre journaliste Al24 News, Faisal Salah, pour en parler. Bonsoir Faisal. Il semblerait donc que la connexion ne peut être établi. On reviendra donc sur ce match demain, plus en détail. Merci de votre attention. Demain à 18h, édition spéciale comme de coutume, et à 19h, le journal, votre rendez-vous de l'information. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Al24 News.